c'est Vaux-en-Velin. J'ai participé au concours de la réhabilitation d'un quartier. Le programme était bien fait. Il ne s'agissait pas de faire des formes d'urbanisme, mais de favoriser l'économie de la cité. C'est différent comme approche. Et j'avais dit, l'économie, c'est une pièce après l'autre. Ce n'est pas des grandes règles. On ne va pas faire des routes abstraites et puis rien à côté. Et j'ai fait ça en imaginant chaque fois qu'il y a des commerces, des industries, des petites, des plus grandes, et que tout ça est fait pendant 20 ans l'un après l'autre. Ça ne doit pas s'arrêter, ça ne doit pas figer non plus. Et puis, le mas du taureau, avec les violents qui habitent ça, qui font une bande effarante, ont encore une fois mis le feu à la mairie. Pendant le concours, il était remis, mais il y a eu le feu. Et la Courlie de Lyon n'a pas osé continuer le concours. J'ai plus de nouvelles, ils ne répondaient plus. Ils n'ont pas osé juger, ils ne voulaient plus penser à ça, c'est tragique. J'ai dû insister pour avoir la prime, par exemple. Quand même, ils ont payé. Et mon but était de discuter avec ces gens. Ces gens, ils sont violents, ils sont donc actifs, au lieu d'être pensifs seulement. Là, avec cela, on peut faire. Et si ça ne va pas, ben on a essayé au moins. Et on peut le faire avec le service social de ça. Et tous les liens, on peut les secouer pour avoir de la coopération. Donc c'est loupé. Alors on a été invité à Alençon. Ils avaient voté à gauche contre la mairie parce que la ZUP de Persaigne, ça s'appelle du nom de la forêt à côté, qui était terminée. La municipalité voulait continuer de nouveaux logements, toujours sur le même chemin de grue. Et ils ont fait une révolte, ils se sont votés de l'autre côté, ils sont assis dans le fauteuil du maire, et ils ont invité des architectes pour s'occuper de ça. Et alors, moi, j'ai reçu Persaigne, et j'ai dit, on discute avec les habitants. Les habitants, c'est aussi les élus, donc c'est le court-circuit, ça marche bien. On avait une tente pour les réunions extra-municipales. Ils étaient de nouveau les mêmes. J'avais fait une maquette à 10 cm par mètre. Elle était grande. Il y avait une poutre qui représentait un immeuble de 3,50 m. Lisse, avec rien. C'était ridicule. Et tout ça a fait que, comme ils habitent, ils savent ce que représente chaque endroit. Et ils ont eu des tas de questions d'intervention ici ou là. On a chaque fois fait un billet et on l'a mis à l'emplacement. Et on a découvert que ça avait un sens, ce n'était pas aléatoire. Ça partait de la direction d'Alençon-Centre vers le village de Saint-Paterne, et c'est l'ancien sentier qui a été effacé par les géomètres pour faire la ZUP. Ça traverse un bâtiment parce qu'ils ont construit sur le sentier. Et ils ont eu l'occasion, après un conflit, de marcher sur la pelouse. Et on a suivi simplement ça, et quand on a dû faire une école, et que c'était une école éclatée en classe, comme un village, on a eu le village sur le sentier. Donc le préhistorique du sentier, presque, est de nouveau là, présent, mais pas vulgairement. Et j'ai proposé alors de faire la première barre comme ça, parce qu'il faut différencier, donc il faut imaginer que des gens ont des propositions, des besoins, ou veulent autre chose, et on leur fait. Ou ils le font et on les aide, ou n'importe de quelle façon, mais ça commence à fonctionner, à vivre, et surtout les balcons à bretelles. Bon, il y a des loggias où il n'y a pas de ça, mais on taille une fenêtre en forme de porte, et avec 2 bretelles métalliques, et un plan, et des balustrades, on a un vrai balcon. Un balcon, c'est quelque chose où on peut mettre 4 chaises et une table, minimum. Mais 90 cm sur 6 mètres, c'est pour la bicyclette d'un côté et le frigo de l'autre. Et ça, on ne fait rien de ça. Donc, c'était ça. Et la queue à droite a été, ça c'est un vrai projet alors, a été occupée en rez-de-chaussée et premier étage par une annexe de la sécurité sociale au croisement. Et on en a profité, puisqu'ils ont besoin d'un ascenseur, de le continuer à travers le bâtiment et de mettre 2 maisons quelconques sur le toit, qui n'est jamais qu'un terrain à bâtir, qui ignore qu'il est à bâtir.
C'est une des plus belles vues, plein sud, etc. Et en face, il y a le croisement. Il y a un croisement là, qui est l'entrée principale de la ZUP, où il y a toujours des accidents. On m'avait dit, il faut faire quelque chose. On ne va pas faire encore de l'électronique. On va verser de la terre pour faire des collines. Et entre les collines, on va mettre un sentier où les voitures vont, mais ne voient pas l'ennemi qui vient. Où il peut deviner que, et en effet, j'ai vu un jour une voiture rouge avec un monsieur le chapeau plié sur le pare-brise pour voir s'il y a quelqu'un qui venait et qui a disparu là-dedans. Et puis je l'ai vu en marche arrière poussé par le bus. Il y a des relations quand même. Alors ça, c'est avant. Ça, c'est après. Et on a déversé des tas de camions de terre. On a remis les tilleuls qu'on avait dû déplanter pour ça. Et la nature a continué à faire. C'est extraordinaire comme jardin spontané. Il y a des sentiers qui sont tracés par les bicyclettes des enfants. Donc tout ça est très vivant. L'école, c'est pas moi qui ai fait les plans, c'est Chifflet, un architecte, est sur le sentier en question et est dispersée. Et de peur que l'Éducation nationale ne veuille clôturer le tout, on a mis là-dedans un bâtiment public qui n'appartient pas à l'Éducation nationale. Mais ça a vécu très bien pendant 10 ou 20 ans maintenant, mais ça les gêne. L'autorité pédagogique, ils n'aiment pas. Ils veulent avoir ça dans une armoire avec des rayons. Donc ils ont déclassé. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec ça. Normalement, c'est habitable comme maison. Mais ils vont peut-être le démolir. Je ne sais pas. Et toucher un bâtiment avec un nouveau, un bâtiment préfabriqué, c'est impossible. Il est répulsif. C'est le Bauhaus, quoi. Voilà l'école. Alors là, Caudry, on a parlé tout à l'heure. On a participé à un concours, on l'a gagné sur un plan. On n'a pas osé prendre contact avec le corps enseignant ou avec le maire même. C'est seulement quand on a gagné qu'on a proposé, on a fait une maquette de lecture après avoir gagné le concours pour les professeurs et les étudiants que ça intéresse, pour qu'ils comprennent le projet. Parce qu'il y a des niveaux décalés, c'est difficile sur des plans de faire la relation d'un papier à l'autre, etc. Donc ils ont bien compris. Et je leur ai déclaré, vous changez tout ce que vous voulez, il y a 3 conditions. C'est pas 1 mètre carré de plus, ça ne coûte pas 1 franc de plus, ni 1 jour de plus, et il faut l'autorisation du maître d'ouvrage. On a tout eu, on a recommencé les 3/4 des plans, et on a gagné un caractère local à l'éducation. Au lieu d'être comme le programmiste, qui est une race épouvantable de réduction à une solution minimale. Donc il y a une cour Jules Ferry avec des marronniers, et puis des classes tout autour. Les classes ne sont jamais les mêmes, à 1 mètre carré près. C'est impossible à voir, mais ça se sent quand même. On a choisi les matériaux, oui, la lumière solaire en bas, on a des tables de réverbération pour éclairer le fond de la pièce, et puis par le couloir, etc. Donc on se dirait sur une photo de surexposé dans ce bâtiment-là. Et puis en haut, c'est le circuit de l'air avec une tranchée canadienne où on divise le gros tuyau en 20 petits tuyaux qui développent la surface, l'échange de chaleur l'été et de froid l'hiver, etc. Classique. Alors voilà, on a choisi les matériaux aussi par rapport au sujet. Ce n'est pas un matériau pour tous, mais on a mis des tervaillons, là, des ardoises de cèdre, pas de cèdre, de mélèze, qui font leur maladie et puis deviennent d'un gris magnifique. Sur ce qui est musique et art, là en haut, après texte, et puis les planches à lumière pour réverbérer vers le fond de la classe, et l'illumination par le couloir. Et alors, les tervaillons là, et la réalité aussi, une salle d'échange, donc c'est
humain, donc on met ça. Et c'est un matériau moderne, il est ancien, mais il joue avec la dilatation de l'humidité, l'été, l'hiver, etc. On a choisi l'inoxydable pour l'administration. Et il y a une cheminée solaire où il y a une vitre vers le sud à droite qui chauffe l'air et qui le pompe donc automatiquement par les grilles de ventilation qui sont sous les fenêtres. C'est un hall d'usine, mais plutôt copié sur un village dans les Alpes, dans l'idée que les enfants qui auront été éduqués là-dedans pour faire de l'industrie ne vont pas supporter les halls qu'on a en général. C'est un vœu pieux. La couverture en verre, soit 3 cm, soit 50 cm ou 1 mètre, et on laisse se faire le jardin. C'était des terres de déblais et on a eu toute une série de plants d'ail. L'ail poussait sur les toitures parce que c'était l'ancien verger de quelqu'un. Donc l'histoire continue. C'est de l'eau claire, il y a des poissons rouges. Il y a un autre étang plus loin comme pour maintenir les crues. Et voilà. Autre chose, c'est 100 logements à Auxerre, quelconques, les programmes normaux. Pas d'obligation environnementale spéciale, mais les règles du moment, clairement respectées. Et on a choisi les 2 thèmes que je dis au début, la ruelle et la placette, comme éléments. Et on a des sauts d'une placette à l'autre, et puis on est dehors. Voilà. On a souvent un rez-de-chaussée habité seul, qui prend la valeur de 2 maisons, et au-dessus, 2 maisons, mais avec des escaliers pour descendre dans des jardins privés. Ils ont tous un jardin, y compris les étages. On est dans les prix, les gens sont contents, on les a questionnés au début, on n'a pas fait de la participation avec eux en détail. Et les 3 tours qui étaient supposées être démolies ont été démolies. La moitié de ces gens sont ici. La rue, vue du jardin sauvage qui est dehors. Une rue quelconque. Un autre projet aussi d'Auxerre de qualité environnementale. Donc il faut atteindre une consommation de 75 kWh/m². Il y a des performances très difficiles par tous les moyens. On a mis une série de toitures au sud. Avec la moitié, on en avait assez pour satisfaire à la règle, à la norme. Et on a discuté avec le maître d'ouvrage disant autant couvrir avec des capteurs solaires qui rapportent qu'avec des tuiles qui ne rapportent pas. Alors il a dit non, ce n'est pas notre métier. Puis il a dit bon, on le fait. Donc ils revendent à l'EDF. Et il n'y a pas de trucs les mêmes. Tout est étudié pour les circulations. Les parkings sont à air libre, donc il n'y a pas besoin de les éclairer toute la nuit, etc. Les escaliers sont dehors aussi, on peut éteindre la nuit, etc. Donc, ceci a la caractéristique que, vu de loin, on ne voit pas où ça commence et où ça finit dans le paysage normal d'Auxerre, qui est un grand paysage. On ne peut pas mettre subitement une tour, là. Alors, en Hollande, à Dordrecht, qui est un grand port qui dessert, je ne sais pas, toute une série, le Rhin, le Vieux Rhin, la Meuse, des canaux, etc. Enfin, c'est très industrialisé, de circulation aussi. Un quartier périt sur pied, les gens sont mécontents, il y a des papiers par terre en Hollande. Donc, le propriétaire, enfin le directeur de la société qui est responsable de l'ensemble a des inquiétudes, il sait que ça fout le camp. Et il s'en est entretenu avec le maire de Dordrecht. Et ensemble, ils ont dit, on ne sait pas arrêter ça.
Il n'y a pas de moyen. Il y a un seul moyen, c'est de montrer qu'on a un avenir. Ça n'a pas bougé depuis 30 ans ou 40 ans. Si on invite d'autres habitants, ils verront que ça vit, peut-être, c'est ça. Alors, le directeur de la société nous a demandé de faire ça. On a dit, quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais sauver le quartier, ça c'est le but. Et alors, comment? Ben, vous construisez pour accueillir de nouveaux habitants. Où ça? Mais là, mais ça commence où, ça finit où? Mais ça, on ne sait pas. J'ai demandé, le boulevard qu'il a à côté est très large. Il fait partie de ça? Peut-être. Mon programme, c'était ça. Et alors, quel genre de logement est-ce qu'il faut? Ou d'autres choses? Mais des logements, faites-le. Voilà. Alors, on a fait des logements sociaux, puisque c'est un machin social. On s'est vite fatigué. On avait des logements de 65 mètres carrés, c'est quand même peu. On en a fait de 90, puis on a continué à 110. Et il était d'accord chaque fois. Et puis on a fait 150. Et celui-là a été acheté en priorité par une dame qui voulait aussi avoir les 200 mètres carrés qui étaient à côté pour faire des défilés de mode. Donc on se demandait comment on allait mixer les populations. Mais les habitants sociaux ont le même ascenseur que les mannequins. Automatiquement, ça se fait sans le faire exprès. On a des grands couloirs, je dis n'importe quoi là, mais ils sont larges, ils sont bien éclairés. Les portes, en France, les portes sont merveilleuses. C'est des portes doubles, étroites, mais larges pour faire passer le piano. Mais il n'y a jamais qu'une façon, il faut se mettre de travers pour entrer. Donc, il y a une fortification là, il y a des alarmes, c'est vrai. Et là-bas, spontanément, je crois parce que c'est éclairé, parce qu'il y a un climat différent, ce sont des portes ordinaires, solides, avec un hublot. Et souvent, il n'y a pas de rideau derrière le hublot. Donc, en passant dans le couloir, on voit ce qui se passe dans l'appartement. C'est comme dans les rues hollandaises, mais avec les Belges qui regardent. Les Hollandais ne regardent pas, ils sont discrets. Eh bien, cette habitude se fait là. C'est tout à fait différent d'avoir un coup d'œil sur quelqu'un que d'avoir un tube à passage d'éléments d'habitants. Et je me suis trouvé nez à nez devant un chien à porcelaine blanc, qui était un chien blanc, là, grand comme ça, qui était l'ornement de quelqu'un qui habitait dedans, qui le mettait dehors. Il n'y a pas de vandalisme. C'est pas un peu plus miraculeux, pourtant, mais ça joue. Donc la dame est occupée à arracher un de mes bâtiments en disant « je ne veux pas de ça en face de chez moi ». La participation, c'est ça. Elle habite dans un horaire. Et ça ne signifie rien du tout. On a juste déversé des volumes à bâtir pour montrer que c'était habitable, sans aucune limite. Et puis, de proche en proche, on a proposé, et c'est devenu ça. Il y a une série de milieux qui portent un nom, d'ailleurs, qu'on ne voit pas, mais ils savent que lui, il habite tel emplacement, il y a 2 cours intérieures, donc il y a des noms romantiques sur des morceaux de plusieurs étages. On a fait les plans, ils ont organisé une grande fête pour dire qu'on va mettre en vente, parce qu'il a l'obligation d'avoir 50% vendu avant de commencer le chantier. L'entrepreneur était prêt. Il y a eu les employés déguisés en marins qui ont commencé à chanter. Il y a des gâteaux, des tas de choses. Ils n'ont pas vendu un seul. Alors qu'on avait un programme informatique où, sur l'informatique, on pouvait déceler tel appartement, etc. Et ça a continué. Et mon ami directeur, Rob Hargens, m'a dit « je crois que je vais tomber en faillite, mais on continue ». Il a continué. Ça ne s'est pas vendu. Et il est arrivé au sommet de cette tour-là, ça s'est vendu en 1 mois. Il ne croyait pas que c'était possible. Simplement, là, et ils ont besoin de cela, il y a une grande demande pour ceci. C'est curieux. Et à droite, il y a un autre bâtiment. Oui, donc c'est très vitré, c'est tout différent. Il y a un Albert Heijn, qui est une épicerie fine, qui s'est installée là.
On a enlevé des colonnes sur plan avant pour la loger, sans trop de colonnes dans ses comptoirs. Et puis Aldi, qui est un poisson pilote, moins cher. Et puis un groupe de médecins qui voulaient faire de la médecine ambulatoire. On a tout fait les plans pour incorporer ça là, ils sont partis. Et puis 2 écoles, c'est fréquent. Une école publique et une école religieuse veulent vivre ensemble au même endroit avec des choses en commun, pour ne pas se disputer, entre guillemets. C'est curieux. Donc on a changé les plans, puis ils sont partis. Les médecins sont revenus en deuxième phase. Tout ça est un programme vivant, c'est ça un conglomérat. Les choses se mettent ensemble. Elles sont bonnes puisqu'elles sont demandées par une réalité et pas par une théorie. Donc on a planté des arbres là à droite au-dessus. On leur a coupé la tête parce qu'ils ne peuvent pas dépasser trop. Et ils sont en pleine feuillaison, c'est extraordinaire pour le moment. C'est une présence là. C'est simple à faire pourtant. Une des cours intérieures, l'autre est plus publique. Mais là, ils sont occupés à conquérir du terrain. Les gens avancent leur mobilier et plantent des haies dans des pots et ça commence. Voilà. Ils se défendent d'abord et puis ils bougent. Alors les deux, il y a eu un nouveau directeur. Le premier avait fini son terme. Et le nouveau directeur a dit « Mais vous faites des plans pour transformer ces bâtiments, il y a 4,25 m d'axes entre les murs, on ne sait rien faire avec ça. » On a dit non, on doit pouvoir faire quelque chose. Il y a des balcons d'un côté, des coursives de l'autre. Donc c'est la Hollande dans tout ce qu'elle a d'horrible, avec une lampe par porte d'entrée. Donc ça a été démoli, crac, les habitants ont commencé à repartir. Et on leur a dit, mais on vous avait dit que c'est comme ça. Donc ils ont demandé qu'on le transforme. C'est devenu ceci, avec des terrasses au sud, des balcons précis, chacun le sien, mais le plus différent de nouveau. Et c'est dans les prix, on ne gaspille pas. Le premier quartier, et le dernier d'ailleurs, environnemental en Hollande, c'est à Alphen aan den Rijn. C'est une vieille ville sur le vieux Rhin d'ailleurs, qui a accepté d'accueillir une centaine de logements répondant à un cahier des charges environnementales extrêmement sévère, qui avait été fait par un ingénieur que je ne connaissais pas, qui est devenu ami après, et directeur de l'enseignement de l'architecture de Heerlen Maastricht, qui est l'université récente. Il avait fait les règlements. Et déjà, je ne le connaissais pas, automatiquement, il a fait un règlement minimum pour tout le monde. Et puis, on avait choisi 9 architectes. Il avait 9 programmes spéciaux. Donc déjà, ça commence. La diversification est là. Bon, je me suis trouvé devant un terrain où on avait entassé 3 mètres de sable pour écraser la tourbe qui rend son eau avec le poids. Et puis, on a enlevé en laissant 1 mètre. Et puis, j'ai plus de paysage à quoi m'accrocher, mais tout à fait à droite, on ne le voit pas, il y a un ancien canal. Alors, je me suis proposé d'abord de faire pas des éléments et puis les répéter, mais de faire des caractéristiques. Disons, une maison qui a un jardin devant, c'est un modèle. Un jardin derrière, c'est un autre modèle. Les 3 côtés d'une place publique, c'est un 3e modèle. Le 4e côté, c'est un 5e modèle. Donc, ils sont indépendants l'un de l'autre. Et il faut les placer à ce moment-là. Le premier composant, c'est de faire un trou. Le trou, la nappe aquifère apparaît, et il y a un jardin aquatique immédiatement. C'est celui qu'on met au milieu. Et j'ai distribué mes sortes de projets en spirale, parce que c'est la seule forme qu'on ne puisse pas maîtriser dans le paysage urbain. Donc c'est presque aléatoire, mais c'est une façon de se décider quand même. Donc tout est différent. On a choisi 9 architectes. Je n'ai pas fait d'architecture. J'ai déclaré, avant de savoir ce qu'ils allaient dessiner, que je trouvais ça très beau. Et que j'étais d'accord avec tout. Je n'ai pas de jugement esthétique. On a fait confiance, il faut continuer. Ils ont été fâchés parce que je me suis arrangé pour que leur plan type n'aille nulle part. Donc on les a payés un peu plus, ils étaient contents, ils sont devenus amis.
Le trou a fait beaucoup de verdure et maintenant avec l'oxygénation, c'est de l'eau claire. Les deux maisons un peu de travers, c'est des grands architectes, Albert et Van Huut, Albert est mort, qui font de l'organique. Ils ont fait une banque environnementale, baroque, c'est ainsi qu'à Amsterdam c'est connu. Et eux, je m'en suis servi pour mettre des plots de rappel. Donc ils font ces deux maisons-là, il faut une autre ici, un pont plus loin, etc. Ça c'est au hasard. Les architectes, je les ai mêlés, comme n'importe où. Mais ils ont tous les qualités de l'environnement. Alors ça devient le miracle, parce qu'aucun urbaniste ne peut avoir l'ambition d'obtenir spontanément un paysage comme ça. Parce que cette maison est neuve, c'est une opération de vente. On n'avait pas d'argent pour faire autre chose qu'une pelouse et puis l'étang. Et ils ont travaillé ça. Il y a une série d'étagères à plantes là, qui sont toute une construction qu'un habitant a fait. Et les habitants ont travaillé à leur jardin ensemble. Il y a des barrières élevées et opaques. Il faut l'accord des deux personnes pour le faire. Donc ils l'ont fait ensemble. C'est pas l'un contre l'autre, c'est des groupes qui se forment spontanément. Et c'est devenu émouvant. Voilà le jardin 30 ans après. Le premier était nul. Voilà. Et alors, on est en Italie. Et ça, c'est très récent, ça. Ça, c'est très récent. Il existe à Faenza, donc la patrie de la céramique, au sud de Bologne, à 60 km, où la municipalité est plus écologique que moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, mais ils ont besoin de faire une école de 400 enfants, une école primaire, et ils voulaient avoir une école écologique avec toute une série de règles qu'ils avaient élaborées déjà, et ils nous ont choisis comme architectes. L'autre, c'est Ugo Sasso, qui est mort il y a quelques années, malheureusement, noyé, mais qui, à partir de la partie germanophone, avait pu lire à propos d'environnemental en allemand, avec Wilfried Mitterer, c'est pas tout à fait un nom italien. Ils ont fondé la bioarchitecture, hein, et ont inondé toute l'Italie, toute la botte de haut en bas de succursales partout. Ils ont fait une propagande extraordinaire. Donc lui et moi, et puis il est mort, j'ai dû continuer seul. Et j'ai pris le programme qui était classique, fait, et j'ai fait un bloc par classe ou par salle ou par petit truc. Donc j'ai eu tout ça en morceaux, avec des couleurs pour dire ce que ça signifiait. Et j'ai mis ça dans un grand sac. Je suis allé à la Piazza del Popolo, à la maison communale, en dessous du grand lustre, une table énorme. J'ai déversé mon sac, je l'ai remis en rang. J'ai mis toute la classe ensemble, tous les la salle de gymnastique, le réfectoire, fait tout ça. Et j'ai dit aux 3 employés qui étaient là, allez-y. Puis je n'ai plus rien dit. On a discuté de pédagogie nouvelle, ils connaissaient mieux que moi. Et puis ils ont commencé à faire un projet. Je bavardais avec un Hollandais qui avait été invité en même temps, écolo. Et de temps en temps, je ne perdais pas de vue, évidemment, tout ce qu'il faisait. Je posais une question, par exemple, tiens, où est le Nord? Alors, ils ne répondent pas et ils changent parce qu'ils avaient plus de... etc. Enfin, des choses, mais homéopathiques, pas plus. Et puis, ils ont eu faim, il était midi, ils ont dit, attention, il faut photographier tout ça, il faut respecter ça. J'ai dit, oui, bien sûr, mais l'après-midi, les enseignants viennent. Ils vont démolir notre projet? Oui. Ils sont venus, ils ont parlé tous les 5 en même temps, sans arrêt. Et ils ont fait quelque chose de semblable. Je ne vais pas montrer ce qu'il y avait. Mais bon, les enseignants connaissent la pédagogie de Don Milani, qui est un ancien jésuite, qui est devenu prêtre et a déplu aux différents papes qu'il a vécus et a été envoyé dans un village pouilleux dans les montagnes, où il a repris l'école, ce qui était son logement
il n'y avait pas d'école, avec tous les garçons et filles qui étaient en âge d'apprendre. Et il a dit, il n'y a pas de limite. On apprend du lundi au dimanche soir. On fait tout. Mais terrible et aimé. Donc ça marchait bien. Il a écrit des choses révolutionnaires. Il a été crossé par le pape, je ne sais plus lequel. Il a encore écrit des choses. Et il a de nouveau été jugé. Et on le considère comme un traître parce qu'il a osé mourir avant le jugement. Donc, et l'effet est extraordinaire. Moi, je le vois à travers les fonctionnaires de la mairie, à travers tout ça. Et je leur ai dit, j'ai besoin d'une italianité. Vous me l'avez fourni. Je fais un troisième projet qui est avec les deux, je ne méprise rien. Et ils ont repris, j'ai fait les plans, ils ont repris ça pour les changer pour l'étude. Donc j'ai eu le mauvais goût de détails d'architecture, mais traditionnels en Italie. Si je viens avec un détail parfait à la Mifandero, j'ai l'air idiot quand même. Donc il faut respecter ça, et ils ont donc coopéré. Donc l'architecture est devenue italienne par là aussi. Je l'ai vu, je n'ai pas suivi le chantier, j'étais mis dehors, jeté dehors, amicalement. Et voilà l'ensemble. J'ai redessiné les choses d'après ce qu'ils ont organisé. Et puis les enfants, c'est l'essentiel, et ils ne sont pas mêlés. Pour l'entrée de l'école, la municipalité a distribué 400 grandes feuilles à 400 enfants. Dessine-moi ton école. Voilà un des 400. C'est un dessin en 3 dimensions. Il y a l'escalier qui est dedans. Il y a l'institutrice. Il y a je ne sais pas quoi encore. Et on voit souvent la façade arrière à travers tout ça. Donc c'est une autre façon c'est comme la perspective égyptienne qui est le rabattement sur une place, d'appréhender l'espace. Il y a l'arbre traditionnel, le soleil, ou alors la décoration, les plantes, un palmier. Et ça, c'est fascinant. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Les arbres y sont, et là, qu'est-ce que c'est, des poissons? Et la toiture? Et pour m'en pénétrer, j'ai redessiné à la main une centaine de dessins pour pénétrer cette atmosphère ou ce climat, comment est-ce qu'on peut dire, par la main et pas par l'œil. Ce n'est pas du spectacle simplement, c'est de faire le geste qu'ils ont fait eux. Ça m'a aidé probablement. Donc on a repris tout ce feston, c'est scanné sur un dessin d'enfant, et c'est exactement celui-là qu'on a utilisé comme parapet. La forme de la toiture et la distance, c'est un dessin d'enfant. Voilà. Alors le chapeau et la tour, là, c'est un rappel de la Piazza del Popolo, où le palais finit avec une tour en coin. On a fait cette tour, elle ne sert à rien. Mais c'est important qu'un enfant a dit que, etc. Et l'histoire continue. Toujours les festons. Et puis moi, je fais des toitures qui ondulent au lieu de rester stables. Non, voilà. J'étais là et une porte s'est ouverte là de la cour et est sorti un élève en cache-poussière bleue, comme ils le sont tous. Et puis un deuxième, une file, et puis ça s'est fermé, une autre porte s'est ouverte, plusieurs portes se sont ouvertes, et ils sont tous très lentement arrivés autour du grand rond en céramique, là, et les institutrices leur ont appris à mettre les mains en l'air et à les tourner. C'est émouvant. Ils avaient l'air contents.